Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde, avec les meilleurs moments de l'actualité politique cette semaine. Lundi matin, c'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui était notre invité. Quelques heures après la publication de la lettre qu'Emmanuel Macron a adressée aux Français, celui-ci est revenu sur la question de l'avenir du Sénat et de son éventuelle transformation, indiquant que cette Chambre avait un rôle éminent d'équilibre dans les institutions. Comment réaffirmer le rôle du Sénat de représentant des territoires. Je pense que c'est un rôle important et éminent. C'est la deuxième chambre parlementaire. Elle a un rôle d'équilibre dans les institutions. Elle a un rôle d'équilibre en particulier par sa représentation territoriale. Le champ est ouvert. On va pas préempter le débat au moment où il démarre. Ma lettre aux Français, c'est la une de la dépêche du midi ce matin, Marc Fesneau, une longue lettre aux Français du président de la République. Alors est-ce que c'est une chance pour la France ou est-ce que c'est une opération de sauvetage plutôt ? Mais moi je crois que c'est une chance pour la France. C'est ce que je pense. Quand l'initiative a été lancée par le président de la République, j'ai pensé que ça pouvait être un moment qui permette aux Français de retrouver le sens du dialogue, de retrouver y compris le sens de la controverse, mais dans le champ public, si je peux dire, à l'échelon communal comme à d'autres échelons, parce que chacun inventera les échelons qu'il veut pour nouer ce dialogue. Et puis c'est une chance aussi pour essayer de construire un contrat de société sur un certain nombre de sujets. On y reviendra peut-être, qui sont ouverts par le président de la République. Je pense qu'on avait besoin de ce moment-là. C'était un moment assez inédit. Reconnaissons que ça n'a jamais été fait, en tout cas à ma connaissance, sous cette forme-là. Et donc il faut que les uns et les autres, que nous saisissions évidemment de la question, mais que les citoyens français se saisissent de la question, avec la capacité qu'il faut que nous ayons les uns et les autres à nous écouter, à dialoguer et à essayer de trouver des solutions ensemble, parce que c'est bien ça dont il est question. Marcelo Estrade. Alors le président, dans sa lettre, dit qu'aucune question n'est interdite. Absolument. Et pourtant, il y a un sujet qui revient, qui est un peu le leitmotiv des Gilets jaunes, c'est la question du rétablissement de l'ISF. Et pourtant, cette question est exclue. Alors pourquoi c'est tabou ? Non, la question de l'ISF en tant que telle n'est pas levée, mais la question de la justice fiscale est levée. Quand vous lisez sa lettre, il repose les questions qui sont posées par les Français. C'est est-ce qu'il y a trop d'impôts ? Est-ce qu'ils sont répartis de façon juste ? Et je n'imagine pas que cette question-là ne soit pas levée à l'intérieur. Non mais je pense que le président de la République, c'est la vocation du courrier qui était le sien, c'était d'ouvrir le champ des possibles et le champ des interrogations. Il dit lui-même que aucune question n'est tabou. J'imagine bien qu'un certain nombre de ces questions, comme celle-là, seront levées par les Français. Mais je pense que la question de la justice fiscale et de la justice sociale, d'une certaine façon, elle n'est pas polarisée uniquement sur l'ISF. On pose la question de la justice fiscale en particulier, qui est la contribution de chacun à l'effort national et à la contribution de chacun à l'impôt national. Il n'y a pas que l'ISF comme outil, si vous me permettez, et donc ça sera sur la table. L'immigration apparaît noir sur blanc. Est-ce que poser ce sujet juste avant les européennes, c'est pas une façon un peu, opportuniste de faire concurrence à Marine Le Pen ? Vous voyez dans quel terme le président de la République le pose. Il le pose à la fois sous l'angle de la tradition d'asile, et il réaffirme la tradition d'asile de la France, en raffirmant un certain nombre de principes, les nécessités d'intégration. On voit bien qu'il y a des sujets d'intégration. C'est pas la peine de les mettre sous la table. Et toi, il ouvre le champ en disant à quel moment et dans quel cadre on maîtrise cette immigration. C'était le débat que nous avons eu sur la loi asile-immigration. C'est pas malsain de la poser, cette question-là, dès lors qu'elle est posée dans les termes dans lesquels elle est posée par le président de la République. Il me semble que c'est des termes qui sont respectueux des uns et des autres, et d'eux qui ne nourrissent pas, à mon avis, le sentiment parfois qu'il existe. Il y en avait eu sur le débat sur l'identité nationale. Oui, mais là, on n'est pas sur l'identité nationale. On est sur quel est dans le cadre dans lequel on est, qui est un cadre d'ouverture et de terre d'accueil qu'est la France pour ceux qui sont frappés comment dirais-je, parfois de mort ou de risque de mort dans les États dans lesquels ils vivent. Et donc la tradition d'asile est réaffirmée. Le fait que nous soyons une terre d'immigration aussi, mais aussi les limites qu'il faut former à cela pour faire en sorte que ça soit acceptable par les uns et par les autres. Ce débat national, Marc Fesneau, toute cette consultation, est-ce qu'elle doit se terminer par un référendum ? Il y a plusieurs voies. Il y a des voies parlementaires. Il y a un certain nombre de textes qui tiendront compte et qui tireront parti de ce qui aura été dit pendant le débat. C'est le sens d'ailleurs du fait que... Ça peut ne pas suffire. Ça peut ne pas suffire. Il y a des textes qui viendront peut-être et qui naîtront peut-être de ce débat parlementaire. Et puis il y a peut-être des sujets qui mériteront que nous puissions porter le sujet devant les Français. Le sujet institutionnel est un bon sujet pour questionner au travers du référendum. Mais je pense qu'il faut que les questions soient homogènes. On ne peut pas avoir un référendum à choix multiples. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. D'ailleurs, je pense que le Conseil constitutionnel nous rappellerait à l'ordre, pour tout vous dire, sur ces questions-là. Il a toujours été vigilant à ce que la question référendaire soit monosujet, si je peux dire. Ça n'empêche pas qu'il y ait plusieurs questions, mais en tout cas monosujet. Mais la question référendaire est une question qui est ouverte, et moi je pense que ça peut être une voie pour
remettre les Français en situation de décision sur un certain nombre de sujets. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini demande à la France de lui remettre les complices de Cesare Battisti, cet Italien qui vient d'être arrêté en Bolivie et qui a longtemps été protégé par la France. La France doit coopérer et doit répondre à la demande de Salvini. Enfin, il me semble qu'il faut regarder l'état de droit et ce qui a été l'état de droit. C'est une ancienne et très longue histoire, cette affaire de ceux qu'on avait appelés des réfugiés politiques, puisque je crois que c'est François Mitterrand qui leur avait donné ce statut. C'est une affaire assez complexe parce que le temps a passé, on peut se dire après tout le temps a passé, mais la justice, sur des faits comme ça, elle a des difficultés à ne pas passer, parce que je pense que c'était des faits, pour un certain nombre, des faits de terrorisme, des faits très graves, qui ont lourdement assombri les perspectives italiennes pendant des années. Il faudra regarder de quelle nature sont les complicités, de quelle nature, et après on verra comment la justice s'est saisie. Mais il faut toujours que la justice passe, et il faut respecter la justice de tous les États. Mardi, sur ce plateau, nous recevions Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, interrogé sur le grand débat national lancé par le président de la République. Il a indiqué souhaiter la mise en place d'une conférence sociale et d'un référendum à choix multiples pour le valider. Ce grand débat peut être utile. Il peut être utile. Mais ce n'est pas forcément la voie, pour l'instant, qu'il envisage de prendre, puisqu'il a exclu un certain nombre de retours en arrière. Il ne veut pas changer la politique qu'il conduit depuis près de 20 mois. Et donc, en mettant des obstacles, y compris à son propre débat, le risque, c'est d'avoir des Françaises et des Français qui se disent que c'est simplement de l'enfumage. Donc moi, je souhaite plusieurs choses. D'abord, que sur les thèmes qui sont amenés par le président lui-même, il n'y ait pas de tabou. Par exemple, sur l'impôt sur la fortune, il serait absurde de considérer que ce débat ne peut pas avoir lieu. Sur la fiscalité des plus riches, il est logique, quand on parle de justice fiscale, de pouvoir l'évoquer. Deuxième point, c'est que je souhaite que les conclusions qui seront tirées de ce débat ne soient pas tirées par le président seul. Ce serait là aussi absurde. Il ne veut pas être celui qui fait le tri seul entre ce qui est remonté, etc. Donc je souhaite qu'à l'issue du grand débat, il y ait une négociation, une conférence sociale qui permette de remettre autour d'une table les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, les gilets jaunes aussi, et de faire en sorte qu'il y ait donc une négociation concrète pour les... Une conférence sociale, vous dites. Une conférence sociale qui permette d'avoir ensuite des mesures issues de ce qu'aura été ce grand débat. Enfin, troisièmement, parce que je pense que les Françaises et les Français souhaitent avoir le dernier mot sur cette discussion, eh bien, qu'il puisse y avoir un référendum à choix multiples qui soit non pas la production du seul président, mais qui soit en fait la mise en question, la validation des différents compromis trouvés lors de cette négociation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce référendum ? Les résultats de la négociation. Imaginez par exemple que demain, de toute la France, remonte l'idée qu'il faille avoir un SMIC augmenté, des salaires qui puissent être revisités, que les minima de branche soient là aussi améliorés, qu'on puisse par exemple répondre à l'invitation de Laurent Berger de voir le SMIC comme salaire d'entrée, mais que ce soit un salaire qui soit finalement accessible à ceux qui rentrent dans l'emploi, mais qu'un an après, il y ait une obligation d'augmentation, par exemple, ça pourrait être une revendication portée. Et bien, je souhaite que derrière, il y ait une négociation, patronat, et toutes les questions syndicats. issues de cette négociation doivent être soumises aux Français. Exactement. Derrière, et une fois que des compromis sont trouvés, parce que, évidemment, les Françaises et les Français qui vont s'exprimer vont exprimer beaucoup de choses très différentes et tout ne sera pas forcément possible en même temps. Oui, l'actualité, c'est aussi les élections européennes. C'est le moment où les partis désignent leurs candidats et leurs têtes de liste. Ségolène Royal n'a pas l'air très motivée pour conduire la liste du Parti socialiste. Alors, est-ce que c'est à vous d'y aller à la dernière élection nationale des européennes, 99? C'est François Hollande, c'est le premier secrétaire qui conduisait la liste. La question, c'est de savoir si, aujourd'hui, il y a une alternative possible au pouvoir macroniste qui ne soit pas d'extrême droite. Parce que l'histoire telle qu'elle est écrite aujourd'hui, elle est simple à raconter. Le 26 mai, 20h, vous avez sur tous vos écrans de télévision une image qui s'affiche, qui est celle, en fait, d'une extrême droite qui est surpuissante, comme jamais. 26% pour Marine Le Pen, 7 à 8 points pour son allié direct Nicolas Dupont-Aignan. Une République en marche qui est très affaiblie, en dessous de 20%. Et donc, vous avez une alternative unique qui apparaît aux yeux des Français, c'est Marine Le Pen. Et vous avez un rempart exclusif à Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que la gauche veut vraiment ce résultat-là? Ce n'est pas ce que je veux, moi.
Et donc, ce que je souhaite, c'est le rassemblement. Mais est-ce que vous reprochez à d'autres personnalités de gauche de ne pas faire en faveur de ce rassemblement? Oui, il y a des gens aujourd'hui qui ont l'esprit de boutique, qui préfèrent effectivement des toutes petites victoires et des toutes petites satisfactions à l'idée même de recréer une espérance à gauche, une espérance qui soit une espérance européenne, écologique, sociale, humaniste, féministe, et qui permette de faire avancer l'Europe dans un moment où on le voit bien. Et donc la crise que nous connaissons n'est pas seulement nationale, elle est européenne. Vous irez avec qui vous discutez? Vous pourrez vous prendre la tête de liste? Je souhaite que nous puissions opérer un large rassemblement, et je prendrai ma responsabilité en fonction de ce qui se passera. Et moi, je souhaite pouvoir rassembler. Et donc, ce à quoi je m'emploie, de ce large rassemblement. Ce à quoi je m'emploie pour l'instant, c'est opérer ce rassemblement. Et je souhaite qu'il puisse se faire dans de bonnes conditions. Et je suis à la disposition de ce rassemblement, ce qui me paraît l'évidence. Mercredi, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, qui était notre invitée, alors que le président a montré des signes d'ouverture sur les 80 km/h lors de son déplacement dans l'Eure pour lancer le grand débat national. La ministre, elle, a précisé que ce dernier n'entendait pas revenir sur la mesure, mais qu'il envisageait de travailler désormais avec le terrain et notamment avec les conseils départementaux. La manière dont ça a été fait a créé une certaine polémique. Eh bien, je suis d'accord pour revenir sur l'idée qu'il faut, au fond, travailler cette décision avec le terrain, c'est-à-dire avec ceux qui sont responsables des routes dans leurs compétences en France, c'est les conseils départementaux, et que on va étudier le fait de les impliquer dans cette décision. Donc ça veut dire voilà plus ce qui a été dit. D'application uniforme au niveau national des 80 km/h. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, la réglementation fait que les élus peuvent baisser la vitesse réglementaire nationale. La réglementation aujourd'hui fait qu'on ne peut pas augmenter la vitesse. Alors, je suppose que c'est peut-être, je n'en sais rien, le président de la République et le Premier ministre vont en reparler ensemble, c'est peut-être ce curseur qui va bouger. Je n'en sais rien, mais je vous donne techniquement quel est le règlement aujourd'hui. Vous connaissez que les élus locaux, les sénateurs vous ont alerté sur les dangers de cette réforme et sur la colère qu'elle a suscitée. Alors, les dangers de la réforme, c'est une chose, mais les dangers de la route, c'est une autre chose. Et il faut quand même ne pas perdre l'objectif, qui est d'avoir moins de morts sur les routes. Et je sais, puisque je suis informée, ça n'est pas encore officiel, mais que les résultats de la mise en place du 80 km/h ont porté leurs fruits. Je vous dis que les 80 km/h ont engendré moins d'accidents et donc moins de morts. Le problème, c'est que ce matin, on parle beaucoup... Évidemment, il y a cet échange assez exceptionnel de 7 heures, mais on parle d'une petite phrase prononcée avant cette rencontre sur ces Français qui déconnent. Il ne peut pas s'en empêcher, le président, de ce genre de sortie. Mais je crois qu'il faut arrêter. Non, parce qu'il avait dit, j'arrête de faire des petites phrases qui blessent les gens. Il retombe la première occasion. Non, il ne retombe pas. Il y a des gens qui sont très loin du travail, il y a des gens qui sont en marge vers le travail, et il faut aider chacun. Et il l'a redit hier soir, en expliquant bien qu'on ne pouvait laisser personne au bord de la route. Parce qu'il dit, il y a des gens qui sont en difficulté et qui s'en sortent, qui sont volontaires, et il y en a qui déconnent un peu. Bon, je veux dire... vous venez de le dire, vous aussi, là. Je viens de le dire, puisque vous venez de le dire aussi. Mais alors, la vie, la vraie vie, c'est cela. Alors, on ne peut pas reprocher au président de la République d'être distant, ne connaissant pas le peuple, parce qu'on entend ça aussi. Et puis, quand il dit un mot que tout le monde, vous-même, les journalistes entre vous, vous utilisez ce mot. Il n'a pas prononcé. Non, vous ne l'avez pas prononcé, mais moi je le prononce parce que... moi je ne suis pas président de la République. Cécile Cornudet, dans Les Échos ce matin, fait un excellent éditorial où elle remet, elle le recite, elle le recontextualise. Merci, recontextualise. Voilà, il faut arrêter de polémiquer sur ce qui est au fond un langage que les gens comprennent, et c'est pas du tout pour attaquer, pour blesser. Est-ce que ces maires ont été convaincus? Est-ce que vous pensez que cette séquence peut marquer un tournant dans cette crise des Gilets jaunes? En tout cas, je peux vous dire que j'ai assisté donc aux 7 heures de débat. Au début, les maires venant de chaque département, comme je l'ai dit, étaient là... bien élevé, poli, sage, content d'être là. Un accueil poli, sans grand enthousiasme, on a vu au début. Mais voilà, ils étaient là, voilà. Et au fur et à mesure des 7 heures, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée,
j'ai senti véritablement, on sent quand on est dans une salle et on sent quand on a un peu de passé politique et de pratique politique, j'ai senti l'adhésion qui au fur et à mesure se faisait et les maires, peut-être surpris par la connaissance des dossiers du président de la République, parce qu'au fond, il y avait deux séries de questions. Celles qui concernaient leur vie propre, les collectivités territoriales, qui ont été beaucoup abordées, mais ils exprimaient aussi ce qu'ils ressentaient sur le terrain de la vie de leurs concitoyens et des questions qui étaient posées par le concitoyen. Nous avons eu plusieurs maires d'ailleurs qui étaient venus aussi avec les fameux cahiers dits de doléances et qui ont remis au président de la République. Et on a senti la graduation, si je puis dire, l'évolution, et ça s'est terminé par une adhésion et une standing ovation au président de la République. Renaud Muselier, le président de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, était sur notre plateau jeudi matin, interrogé sur le choix du philosophe François-Xavier Bellamy pour conduire la liste LR aux prochaines européennes. Il s'est montré plutôt sceptique et a souligné privilégier l'expérience au Nouveau Monde. On l'écoute. Vous êtes membre des Républicains et or le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, est en train d'imposer à la tête comme chef de file des européennes un jeune homme peu connu des Français, voire très inconnu, un élu de Versailles, un jeune philosophe, François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est le bon choix ? Je ne connais pas ce garçon, je n'ai jamais passé une de ses conférences. Bon, c'est un peu embêtant, non ? Il est philosophe de Versailles. Moi, je suis député de Marseille, donc je ne connais pas ce garçon. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait un discours très pro-européen. Vous savez que je suis député européen sortant. Je vois dans les sondages que notre famille politique n'est pas forcément très bien placée, alors que je vois que le Front National est plutôt très bien placé. C'est-à-dire il aurait fallu un profil plus expérimenté. Moi, je conteste. Vous s'en gênez quand même, hein, là. Je conteste le Nouveau Monde, moi. Moi, je conteste le Nouveau Monde parce que moi, je suis pour l'expérience. Voilà, l'expérience se construit au fil du temps, notamment en politique, et on voit très bien que quand on manque d'expérience et qu'on n'est pas entouré de gens expérimentés, on dit quelques bêtises et on en fait en plus. Donc un mauvais choix. Et donc je n'ai pas dit que c'était un mauvais choix, je dis que c'était un choix qui répondait à un certain nombre de critères. Dans ces critères, manifestement, il est très difficile d'avoir le candidat parfait. Quand on a avancé le nom de M. Leonetti, on nous expliquait qu'il est trop âgé. Maintenant, M. Bellamy, on va nous expliquer qu'il est trop versaillais. C'est très difficile d'avoir un choix optimum. Mais moi, je suis plutôt aussi, je reviens sur le fond, notamment sur l'Europe. L'Europe fait rêver personne n'est capable d'en parler, et le grand débat va peut-être escamoter le débat européen, ce qui est quand même incroyable dans cette période-là. Et j'espère que notre candidat, si c'est lui, écoutez, on verra sur quelle base il se prend. J'ai beaucoup écouté ce qu'a dit M. Larcher à son propos, ça m'intéresse. Qui était assez sceptique, oui. Oui, qui le connaît. Brice Vesser, ça, il est des Yvelines. Aujourd'hui, il faut faire des choix, il faut que la droite fasse des choix. Pour vous, c'est qui le patron de la droite aujourd'hui ? Le patron de la droite, c'est celui qui a été élu lors des élections, c'est M. Wauquiez. Voilà, Laurent Wauquiez s'est présenté dans notre famille politique et il récupère une famille politique qui a perdu des élections présidentielles alors qu'on n'aurait jamais dû les perdre. Et vous partagez le point de vue de ceux qui défendent aujourd'hui, qui réfutent un Wauquiez bashing ? Oui, enfin c'est trop facile ça. Moi je suis beaucoup plus pragmatique et j'essaye pas de monter les uns contre les autres. Les gens, j'essaye de poser les choses en essayant d'avoir une perspective. Monsieur, on aurait dû gagner les présidentielles, on les a perdues. Voilà. C'est ça la réalité. Et donc ça fait forcément un changement général très important. Et pas pour des raisons politiques. Vous ne les avez pas perdus pour des raisons politiques. On les a perdus. On les a perdus. Alors après, il y a une explication de texte multiples et variées, mais on les a perdus, alors qu'on aurait dû les gagner. Et donc à partir de ce moment-là, mécaniquement, comme La République En Marche est arrivée avec un grand nombre de gens inexpérimentés et totalement, globalement incompétents, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, pas du tout implantés sur le terrain puisqu'il n'y a plus le cumul des mandats, et sous l'autorité d'un chef, puisque c'est le président de la République qui les a fait élire, et donc ils sont inexistants. Voilà. Et donc nous, on a la nécessité, comme d'autres formations politiques, de se réinventer, et c'est difficile. Voilà. Alors dans l'actualité, il y a aussi le lancement du grand débat national. Est-ce que vous, comme responsable, comme élu, vous allez organiser des réunions, mettre par exemple à disposition des locaux du conseil régional ? Vous savez, nous, à la région, je dirais que le débat, on le fait toute l'année, mais aujourd'hui, on a... Vous allez jouer le jeu ? Oui, je joue le jeu, parce que de toute façon, on a été martyrisés, humiliés par le président de la République, nous, présidents de région, abandonnés.
maltraités, comme les présidents de département, comme les maires de France. Et aujourd'hui, on nous explique que maintenant, c'est par nous que ça doit passer. En fait, il organise un grand show pour lui. Il revient comme dans le cadre de la campagne présidentielle pour refaire valoir son ego ou la performance de son talent. Mais pour autant, on n'est pas dans une campagne présidentielle. Là. On est dans une organisation d'un calme républicain qu'il faut rétablir pour pouvoir avoir de l'action. Et aujourd'hui, le président de la République nous organise un échange. Cet échange, c'est plutôt son show, avec des carnets de doléances qui reviennent. Nous, on y participera avec nos propositions, comme nous le faisons d'ailleurs au niveau des régions, et comme nous l'avons fait d'ailleurs avec le président du Sénat, avec l'appel de Marseille qui a eu lieu en septembre, où on nous dit respectez-nous, tenez compte de notre proximité, travaillez avec nous, et on n'a jamais été écouté ni entendu. Donc, dans cette démarche, les régions participeront, oui, en tout cas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette belle région sud, apportera sa contribution. Est-ce qu'on sera écouté? C'est encore autre chose. Pour finir la semaine vendredi, c'est Éric Coquerel, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui était l'invité de Territoire d'Info. Il a vivement réagi au dernier rebondissement de l'affaire Benalla et indiqué qu'il faudrait aller au-delà des auditions déjà réalisées par le Sénat ou à venir, en entendant notamment Emmanuel Macron. Quelle chance a le Sénat, parce que vous avez remarqué que quand on a une majorité En Marche, on n'a plus le droit de commission d'enquête. À l'Assemblée, on en est privé. J'en attends toujours ce qu'elle arrive à faire, parce qu'on voit les contradictions éclater depuis maintenant des semaines. On a un personnage, alors soi-disant l'Élysée a réclamé les 2 passeports diplomatiques, mais alors maintenant, si j'ai bien compris, il y a un problème technique entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères qui explique que les passeports n'aient pas été restés. Enfin, tout ça est rocambolesque. Et en réalité, on sent bien que pour arriver à faire le clair sur cette affaire d'État, parce que c'est une affaire d'État, d'accord, où on a un pouvoir qui, au fur et à mesure, a donné des réponses en reculant, toujours en reculant. Je vous rappelle qu'au début, c'était un organisateur de voyage. Cet été, Benalla. On s'est aperçu qu'il avait un rôle majeur dans la sécurité de l'Élysée, alors qu'il n'en a aucune des prérogatives officielles. Et maintenant, on s'aperçoit que, manifestement, il entretient des rapports avec l'Afrique qui laissent à penser qu'il est plus sur un rapport de la politique France-Afrique de l'Élysée plutôt que des simples intérêts privés. En tout cas, on aimerait ça le voir. Moi, j'allais dire qu'il faudrait maintenant auditionner le chef de l'État. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'incohérences que c'est ça qu'il faudrait faire pour connaître la vérité. J'espère que le Sénat va le réclamer d'ailleurs, même si je sais que le chef de l'État n'est pas obligé de venir, mais il pourrait venir de son propre chef clarifier cette situation. Donc vous demandez, dites à Emmanuel Macron, il faut venir devant la commission d'enquête du Sénat. Vous voyez bien que Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'en novembre, il expliquait aux journalistes qu'il fallait avoir de la mansuétude vis-à-vis de M. Benalla. Bon, enfin... Écoutez, soit M. Benalla est un faussaire de génie et quelque part, j'allais dire une espèce de Belphégor de l'Élysée qui hantait l'Élysée, arrivait à manipuler les choses, soit il était sous service de M. Macron. Et là, c'est inquiétant parce que c'est la start-up nation qui organise la sécurité, y compris de manière violente, qui organise les rapports France-Afrique, et c'est totalement en dehors de l'état de droit. Vous penchez pour la deuxième hypothèse ? Tout nous laisse penser, en tout cas, qu'elle est possible. Je fais attention, mais tout nous laisse penser qu'elle est possible. Il y a suffisamment d'éléments. Donc, il faudrait pouvoir aller plus loin que d'interroger M. Benalla ou le directeur de cabinet de l'Élysée. Acte 10 des Gilets jaunes. Débat à Souliac dans le Lot entre les deux rendez-vous. Où iriez-vous ? J'ai choisi l'acte 10, évidemment. Non, on n'est pas du tout pour cautionner, vous le savez... cet outil de communication qui est le fameux grand débat national. D'ailleurs, j'observe qu'il est en train de changer de nature. Parce qu'au début, on nous a dit c'est une occasion pour les Français de débattre partout, etc. Et finalement, on a l'impression que c'est la tournée royale de M. Macron. Rencontre avec les maires de proximité, Oui, d'accord. Enfin, si à chaque fois, c'est plusieurs heures où, en réalité, il y a d'un côté les questions et de l'autre côté Emmanuel Macron qui répond dans une espèce... J'ai une des collègues qui a parlé de télé-évangéliste, je trouvais ça assez amusant. Enfin bon, on voit bien que c'est en train même de changer de nature. Et finalement, ça résume assez bien juste les critiques que nous portions au départ. C'est-à-dire que Emmanuel Macron dit qu'il y a un grand débat, et puis, in fine, courant avril, je donnerai les réponses. Je verrai ce que je retiens et je donnerai les annonces. Bon. Donc c'est d'un côté le peuple débat et de l'autre côté le monarque décide. Mais je crois qu'il se trompe de période, à mon avis, Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'est plus en capacité, j'allais dire, d'espérer enterrer le mouvement des Gilets jaunes avec ce genre d'artifice. Vous allez déposer une proposition de loi, c'est ça, pour l'interdiction des flashballs ? On va proposer des commissions d'enquête sur l'utilisation des
LBD, parce que c'est le nom exact, les grenades de désencerclement, plus le demander de suspendre tout de suite cette utilisation le temps de la commission d'enquête. C'est une commission d'enquête ou une proposition de loi? Une commission d'enquête, vous allez demander? Alors, proposition de loi pour le suspendre tout de suite et commission d'enquête pour vérifier les manières dont tout ça est utilisé. On prépare pas mal de choses aussi sur l'arsenal technique, parce que ce qu'on observe, c'est que vous dites qu'il risque d'y avoir des violences, et je suis content parce qu'il commence à y avoir une évolution sur les médias pour montrer que on a le mouvement social qui a été le plus réprimé. Et moi, c'est moins que les policiers qui agissent ainsi, je pointe la responsabilité politique. Quand M. Castaner, mercredi dernier, face à une question d'Hugo Bernalicis sur cette question, 2000 blessés, une centaine de blessés extrêmement graves, Monsieur Castaner dit il n'y a pas de violence policière, quelque part, je veux dire, il efface un sujet et il envoie un message. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.